Ja, oké. Goedenavond allemaal. Bonsoir tout le monde. Je suis Louis Ferrand, je suis généraliste de formation et président de Bruxelles. Ik ben blij vanavond u allemaal te zien. En ik wou op de eerste plaats Brusano bedanken, Jessie, Lejacque en ook Elsa van Wijngaarden die het voorbereid hebben samen met Esther Willemijns van Bruxelles. En deze avond gaat eigenlijk door in twee grote delen. Il y aura deux grandes parties ce soir. Il y a une partie informative qui durera environ 1 heure, où il y a deux organisations qui vont se présenter. Er zullen twee organisaties zich voorstellen. En nadien gaat Brusano een aantal hulpmiddelen ter beschikking stellen via een heel informatieve PowerPoint. Tussen de twee eerste inleiders en Brusano is er mogelijkheid om vragen te stellen, best via chat. En die chat zal gevolgd worden door de mensen die het organiseren, dus Brusano en Bruxelles. La deuxième partie sera une partie vraiment interactive où on espère que vous pourrez participer en petits groupes. Il y a 3 groupes francophones et un néerlandophone et vous serez orienté vers ce groupe. Et là, il y aura une experte, un expert et aussi un accompagnateur ou accompagnatrice pour diriger le débat. Mais c'est surtout entre nous et vous qu'on aura tous les avantages de cette soirée. Et je vous remercie, et surtout ceux qui sont des amateurs de foot, d'avoir préféré cette session à une demi-finale au Qatar. Bon début, je voudrais d'abord donner la parole à, je crois que c'est Margot et Roxane qui vont se présenter et présenter aussi dans le RAT, une organisation qui vous est probablement connue, mais peut-être pas à vous tous. Je cède la parole et je dois vous dire aussi que après ces sessions en petits groupes, il n'y aura pas de clôture. Vous pourrez retourner à l'aise sans devoir entendre des conclusions générales. Je crois que vous les aurez eues pendant la session ce soir. Dus allemaal een heel goede avond en veel luistergenot. En ook vooral veel nieuwe hints om in de praktijk om te gaan met middelengebruikers. Ik denk dat dat de juiste term is. Dus mensen die problemen hebben met middelen en die zo goed als het kan proberen daar hun leven mee te verzachten, maar die toch hulp nodig hebben. Aan u het woord, à vous la parole, Margot et Roxane. Merci Louis Ferrand pour cette introduction. Alors, je vais vous faire un partage d'écran voilà, pour que vous ayez accès au PowerPoint. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Vous m'entendez aussi? Ok. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Donc voilà, nous, c'est le RESAD. Anciennement, en fait, encore hier, on s'appelait le RA. Donc, c'était le réseau d'aide aux toxicomanes. Nous sommes aujourd'hui RESAD, donc un réseau pluridisciplinaire d'accompagnement et de soutien aux addictions. Alors, nous sommes une équipe psychosociale. Donc, nous avons 3 assistantes sociales et une psychologue. Bientôt, une deuxième psychologue rejoindra notre équipe. Alors, nous avons 3 publics cibles. Nous avons les médecins et les intervenants de première ligne, et nous avons le patient et sa famille, son entourage. Alors, pour ce qui est du public des médecins, en fait, on se veut surtout être un soutien, et ce soutien peut prendre différentes formes. Il peut prendre la forme de supervision, donc, qui se passe 1 fois par mois, avec une superviseuse externe. Ces supervisions sont surtout axées sur un soutien clinique, où on travaille surtout la relation du patient et du soignant.
C'est un soutien qui peut qui peut être sous forme de formation, de soirée à thème. Et également, ce soutien peut prendre la forme de co-suivi. C'est-à-dire que notre équipe psychosociale est disponible pour recevoir des patients qui sont suivis en médecine générale et où ces patients auraient besoin d'un accompagnement psychosocial. Voilà, il peut totalement être orienté vers le RESAD. Le public maintenant des patients, mais donc comme je viens de le dire, on offre un accompagnement psychosocial. Et alors, on a aussi cette volonté de réinsérer ou en tout cas de maintenir la personne dans la première ligne. Et donc, nous travaillons en collaboration avec des médecins et à la demande des bénéficiaires, nous orientons la personne vers la médecine générale. Alors, donc, nos objectifs, donc, comme je l'ai dit, c'est assurer un soutien aux médecins généralistes et aux intervenants de première ligne, parce que voilà, on offre aussi des formations aux intervenants de première ligne sur l'accueil des personnes consommatrices. Voilà, nous essayons aussi de former un réseau pluridisciplinaire autour des patients et comme je l'ai dit aussi, nous favorisons la prise en charge des patients en médecine générale. Alors, nos lignes éthiques. Donc, c'est vraiment surtout basé sur la réflexion, sur la prise de recul, notamment au travers des outils de la supervision, où on fait appel à une superviseuse externe pour avoir un regard, voilà, avoir un pas de côté. On a aussi nos colloques annuels. On est vraiment dans quelque chose où on partage nos différents regards. Voilà, on travaille beaucoup sur la clinique. Et alors, on a vraiment à cœur de travailler en réseau pluridisciplinaire. Ce qui est important de noter, c'est que chez nous, nous avons 3 antennes. Donc, nous recevons les patients. Nous pouvons les recevoir à Anderlecht, à Saint-Josse et à Saint-Gilles. Donc, ça permet, c'est en fonction des préférences du patient. Voilà, je pense que Roxane, tu peux peut-être compléter sur la façon dont on accompagne individuellement ces patients, sur notre posture. Oui, merci beaucoup Margot pour la présentation. Donc, comme vous voyez ici, donc on a, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On sort toutes les informations sur notre site internet, avec notamment nos numéros directs qui sont du coup un des moyens qu'on a pour soutenir la première ligne, médecine générale ou intervenants psychosociaux. Donc, vous pouvez faire appel directement à nos numéros directs si jamais vous avez des questions que vous vous posez en consultation ou en réunion d'équipe. Voilà. Donc, nous, on a quand même 3 principes qui reviennent. Enfin, ce n'est pas des principes, mais c'est quand même des choses qui sont importantes à noter. Donc, on ne travaille pas dans l'urgence. On se veut une structure bas seuil, mais dans les faits, le fait de ne pas travailler dans l'urgence, de fonctionner uniquement sur rendez-vous et de procéder via des suivis individuels, on ne fait pas de communautaire, ça nous différencie pas mal quand même de structures dites spécialisées comme l'AMAS ou le LAMA, pour ne citer qu'elles, qui évidemment sont dans l'individuel quand on est en rendez-vous avec le médecin ou la médecin, mais qui ont parfois des systèmes de permanence, ce qui permet à toute une partie de la population consommatrice de se rendre sur place sans devoir respecter une heure précise. Alors, on a à cœur aussi on a tendance à se décaler du produit. C'est une méthode qu'on a trouvée pour pouvoir considérer le patient ou la patiente dans sa globalité. Donc, parfois, les personnes viennent chez nous, mais ne parlent pas du produit en premier lieu. Voilà, ou bien à l'inverse, il y a parfois des gens qui viennent avec le produit comme principale demande et en creusant un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas le produit qui est problématique. En tout cas, ce n'est pas le plus problématique dans la situation parfois désastreuse d'un point de vue administratif de la personne. Donc voilà, on a vraiment
grâce à nos espaces, à nos bureaux, on a vraiment l'occasion quand même de recevoir les patients pour une durée plus ou moins longue. On a beaucoup de marge de manœuvre. On peut vraiment dédier du temps à ces patients. Donc ça, c'est vraiment une grande qualité, je pense, que ce soit pour nous en tant que travailleur social ou pour les patients en tant que tels. Il n'y a pas d'injonction thérapeutique quand on vient chez nous. Donc, pour nous consulter au RESAD, il n'y a pas d'injonction à l'abstinence. Nous, on travaille à la demande du patient, ce qui est important à préciser parce qu'on a beaucoup d'appels de la part de soignants ou de la famille parfois qui ne comprend pas qu'on ne puisse pas obliger le patient à nous rencontrer, obliger le patient à se sevrer. Donc ça, malheureusement pas pour le patient, mais donc on ne fonctionne que à la demande du patient, ce qui fait qu'il y a parfois des prises de contact qui mettent des mois à aboutir sur une rencontre. On part aussi du principe que toute consommation a une fonction. Donc, surtout pour tout ce qui est mésusage de médicaments, si on parle de benzo, qui est quand même une consommation qu'on retrouve énormément, qui transcende, je pense, toutes les classes sociales, toutes les appartenances ethniques ou religieuses, c'est quand même une consommation qu'on retrouve énormément. Donc, elle a souvent une volonté consciente ou non, d'automédication. C'est quelque chose avec lequel on travaille beaucoup aussi. Et ce qui fait aussi qu'on n'a pas d'injonction à l'abstinence ou au sevrage, parce que parfois le produit est une béquille quand même assez indispensable aux patients. Donc la manière de mettre tout ça en œuvre, comme l'a dit Margot, toute la question de la réflexion, mais c'est avant tout une réflexion de groupe. Donc même si on est seul avec le patient dans notre antenne, quasiment toutes nos situations cliniques sont ramenées en réunion d'équipe. On a pour objectif de réfléchir le plus possible ensemble, de croiser les regards, comme a dit très bien Margot. Ça veut dire aussi croiser les regards avec le réseau existant autour du patient, croiser les regards avec les soignants qui suivent le patient, avec les autres travailleurs sociaux qui suivent le patient. Donc, grâce à divers outils qu'a cité Margot, je ne reviendrai pas dessus. Et puis alors, notre force, c'est quand même le réseau qu'on construit autour de nous. Alors, un réseau, c'est hyper mouvant, ça change, parfois ça ne tient, et ça c'est dommage, mais ça arrive, ça ne tient qu'aux travailleurs et aux travailleuses qui s'entendent bien entre diverses institutions. On essaye de ramener le plus possible l'institution, le RESAD derrière tout ça, que les partenariats soient de longue durée entre deux institutions et pas juste entre deux travailleurs et travailleuses qui qui travaillent dans ces institutions. Mais donc ce réseau, on le construit avec le patient. On le construit avec le patient autour de lui, en fonction de ses besoins. On mobilise le réseau existant autour du patient. Et notre autre manière de faire du réseau, c'est au travers de nos formations, celles qu'on organise, celles auxquelles on participe, les rencontres interprofessionnelles, les soirées d'information, les soirées thématiques qu'on organise 3 ou 4 fois par an. Donc voilà, ça c'est notre méthode, c'est notre posture, notre manière de travailler, que ce soit avec les intervenants de première ligne, en médecine générale ou non, ou avec le patient. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous expliquer par rapport à notre manière de travailler. Oui, merci bien. Donc, vous avez une activité, comme vous dites, très en lien avec les autres. Et je crois que c'est important aux participants ici présents de pouvoir poser leurs questions, comme on a dit dans le chat. Ça, c'est une chose importante. Je crois qu'on va encore vous répéter, mais ça, c'est autre chose au niveau de ceux qui ont besoin d'une accréditation, de nommer leur nom et éventuellement le numéro d'INAMI pour qu'on puisse organiser tout cela. Je crois que le mieux, c'est maintenant de donner la parole à Rémi pour présenter Cover ou Cover comme organisation à l'intérieur de l'AMA. Si vous êtes d'accord, Rémi, c'est à vous la parole. Oui, merci. Je vais partager avec vous un petit PowerPoint.
Est-ce que vous le voyez? Oui, Alors, attends. Voilà. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, oui, tout à fait. Ok. Bonjour, donc moi c'est Rémi de Koning et je suis coordinateur de l'équipe Cover. Donc c'est une équipe mobile qui travaille donc à Bruxelles, qui accompagne des personnes qui sont en situation d'errance, donc qui sont dans des squats ou en rue. Initialement, c'était vraiment une équipe mobile qui travaillait avec des personnes qui avaient des problèmes d'assuétude, mais maintenant l'équipe s'est vraiment élargie, elle a une fonction de veille sanitaire. Et donc, on fait aussi, on élabore des protocoles de santé publique, des protocoles sanitaires dans les squats pour éviter la propagation de maladies comme le Covid, la tuberculose, la diphtérie, etc. Donc, les missions se sont élargies. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas tant vous parler de cover, mais plutôt de certains constats qu'on fait, et notamment par rapport au seuil, les seuils d'accès dans les institutions de soins, et le fait que, comme recommandation que nous faisons, ce serait de s'inspirer de ce qu'on appelle les institutions bas seuil et la clinique de la réduction des risques. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de mésusage de médicaments, mais il me semble qu'on parle avant tout d'un certain type de public. On parle, donc, tout ce qui va suivre, évidemment, dans ma présentation, ça concerne les personnes qu'on appelle ces personnes aux besoins complexes, c'est-à-dire qui se trouvent finalement à l'intersection de plusieurs vulnérabilités, qui sont la précarité, les addictions, les troubles mentaux, la vie en rue, et bien souvent l'irrégularité administrative sur le territoire. Donc voilà, pour un petit rappel, le non-recours aux soins concerne 22% de la population. C'est un chiffre qui doit certainement être dû à la hausse, si on prend en compte tous ces invisibilisés, hein, comme notamment les personnes en situation irrégulière. Donc les constats que nous faisons, c'est la difficulté d'intégrer ce public dans les services de première ligne. Il existe de nombreux seuils d'accès et beaucoup de fantasmes négatifs à propos de ces patients et des produits qu'ils consomment. Alors, je pense notamment au fantasme de la violence. Alors, je sais que ça peut arriver, mais bien souvent, je dirais que ça a un effet négatif sur le bénéficiaire. Donc, si on appréhende la violence de manière systémique, on se rend compte qu'elle existe finalement à tous les niveaux, que ce soit de la violence de la société vers les institutions de soins, avec, je ne sais pas, par exemple, le retard de subvention, les charges administratives, la politique sociale défaillante, des locaux vétustes, une logique de justification, un manque de personnel, qui auront pour conséquence une prise en charge inadaptée à la réalité du terrain. La violence de la société envers les usagers, là, ça concerne plutôt toutes les images péjoratives qui sont véhiculées, le toxicomane, le fou, le sans-papier, qui sont tous porteurs d'un stigmate moral. Et donc, comme conséquence, il y a une marginalisation accrue, un sentiment d'exclusion. On pourra ensuite descendre d'un niveau et montrer que les violences exercées par l'institution de soins envers les travailleurs, c'est quand les directions ne prennent pas en compte l'expertise des professionnels du terrain, l'absence de temps d'intervision ou de supervision, ou encore l'absence de formation pour le personnel soignant, la rigidité du cadre. Donc tout cela aura pour conséquence la souffrance éthique des travailleurs, du stress, du burn-out et une perte de sens, qui est vraiment importante dans les métiers du social et du soin. Et alors ensuite, on passe à la violence exercée par l'institution de soins vers les usagers, qui est évidemment une violence qui n'est pas toujours consciente, hein, mais c'est simplement les conditions d'accès qui peuvent être vécues de manière très violente, l'obligation pour l'usager de répéter plusieurs fois son histoire, le fait qu'on ne reconnaisse pas son expertise sur sa consommation, sur son expérience, en fait, son expérience de vie.
le fait de mettre en doute sa parole, hein, lié avec la mauvaise image du toxicomane, ne pas prendre le temps de l'écouter, avoir un jugement de valeur, peu de prise en compte de son vécu. Ben, les conséquences, évidemment, c'est ça qui amène le non-recours aux soins pour beaucoup de ces patients, ou voire le passage à l'acte dans certains cas. Et donc là, on arrive donc à la violence des usagers envers les travailleurs de l'institution. C'est évidemment cette violence-là qui est la plus spectaculaire, dont on va beaucoup, dont on parle beaucoup et qui met finalement un frein à l'acceptation de ce type de patient. Donc voilà, passage à l'acte, refus de collaborer, dégradation de matériel, violence verbale, violence physique, qui a comme conséquence donc l'exclusion des usagers incriminés et la non prise en charge de futurs patients aux besoins complexes parce qu'ils vont être immédiatement associés à cette violence. Donc cette violence est finalement la partie immergée de l'iceberg. Prendre en considération la violence dans sa complexité systémique, ça permet de changer notre perception, de prendre un peu de recul, afin de ne pas se contenter d'une condamnation morale et d'un comportement répréhensible. Donc, prendre en compte la complexité de cette violence permet également de se décaler, de ne pas se sentir personnellement visé par la violence et de ne pas la voir comme une composante qui est vraiment intrinsèque à la personne. La prise de distance permet d'améliorer nos prises en charge vers plus d'inclusion. Donc voilà, ça c'est important. Je pense que les violences des bénéficiaires sont rarement dues à une volonté de nuire. Elles doivent être appréhendées dans une perspective systémique comme un ensemble de facteurs cumulatifs qui vont engendrer le passage à l'acte. Et là, je pense vraiment à des patients qui se retrouvent en rue, sans traitement, qui essayent à toutes les portes se ferment, et c'est parfois la seule institution qui va leur ouvrir la porte où ils vont exploser finalement. Donc voilà, alors pour finalement améliorer la prise en charge de ces patients, attends, excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc pour améliorer la prise en charge de ces patients et prévenir la violence, on peut s'inspirer du travail des institutions bas seuil et de la clinique de la réduction des risques, afin d'adapter l'institution de soins aux bénéficiaires et pas l'inverse. Donc, adapter l'institution aux bénéficiaires, ça prend son origine dans ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est ça, la fameuse ligne 0,5, c'est-à-dire offrir des interventions universelles destinées à l'ensemble des personnes, mais avec des modalités ou une intensité qui varient selon les besoins. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la clinique du cas par cas, et d'essayer de sortir de la rigidité d'une institution pour s'adapter à la réalité du patient. Mais on se rend compte évidemment qu'il y a beaucoup de seuils d'accès, même parmi les associations qui se disent, quand on parle de première ligne, logiquement on est en première ligne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parfois, on se rend compte que ces seuils d'accès sont même inconscients. Ce n'est pas du tout une volonté de mettre des seuils. Je prends donc, dans la littérature scientifique, ils vont plutôt parler de 5 types de seuils d'accès. Il y a très peu de littérature à ce sujet, donc ça n'a pas été facile de trouver. Mais bon, par exemple, simplement le seuil d'accès lié au sens commun. Le sens commun, Pierre Bourdieu l'assimile à des évidences immédiates et souvent illusoires. C'est par exemple tout simplement des seuils qui ne sont pas nommés dans l'institution parce qu'ils vont de soi. Mais par exemple, le fait que dans cette institution, on parle français. Dans cette institution, on ne discute pas la décision du médecin. Voilà, ça c'est des choses qui sont liées au sens commun et qui pourtant pourraient être tout à fait questionnées. Alors, le seuil de confiance, alors bon, évidemment, tout le monde sait que la confiance, c'est important dans la relation thérapeutique, mais si quand on parle de seuil de confiance, on parle même de la confiance avant même qu'il y ait une rencontre entre l'usager et l'institution. Donc, l'usager, la personne en rue, toxicomane, sans papier, c'est très compliqué pour eux d'avoir confiance dans une institution, de connaître la bonne institution. Et donc, la rencontre parfois ne se fait pas du tout parce qu'il manque un chaînon entre les deux. Et ce chaînon, ça peut être notamment une équipe mobile qui accompagne la personne vers l'institution afin de créer et d'abaisser un seuil de confiance.
Idéalement, les institutions de première ligne devraient avoir leur propre équipe mobile. Ce n'est pas le cas actuellement, donc les équipes mobiles font un peu ce travail de faciliter le lien entre l'usager et l'institution de soins. Un autre seuil qui a été détecté, c'est ce qu'on appelle le seuil d'inscription, hein. C'est vraiment tout ce qui concerne le premier accueil, la facilité de l'accès, l'accompagnement, la disponibilité des professionnels, le sentiment d'être écouté et pris au sérieux, et évidemment surtout la rapidité de la prise en charge quand on a un public qui est évidemment dans l'urgence. La rapidité de la prise en charge est fondamentale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument répondre à tout ce que le patient demande, mais en tout cas, répondre quelque chose, qui est quelque chose qui puisse être entendu. Donc, c'est toute l'importance du premier accueil. Alors, le seuil de compétence, hein, c'est tout ce qui est exigé implicitement au bénéficiaire, c'est-à-dire sa capacité à énoncer une demande qui colle avec les réponses de l'institution, sa capacité à comprendre le dispositif, à se comporter adéquatement. Par exemple, il ne doit pas être sous l'effet de produit quand il vient en consultation, il ne doit pas dormir dans la salle d'attente, il ne doit pas demander un prêt d'argent au médecin, il ne doit pas dealer dans la salle d'attente. Enfin, ce sont des choses qui sont évidemment qu'on exige de la personne sans que ça soit clairement énoncé. Et enfin, le seuil d'efficience, c'est toutes les normes qu'il y a dans la prise en charge, les temps impartis aux consultations, toutes les règles qui permettent à l'institution de fonctionner de manière optimale, mais qui risquent de laisser sur le carreau quelqu'un qui ne peut pas s'y adapter. Donc, ce seuil interroge en fait la rigidité des institutions face à une clinique du cas par cas. Et donc, le terme bas seuil, qui caractérise en fait un faible niveau d'exigence et de contrainte imposées aux usagers, pour accéder aux prestations, qu'elles soient sociales, sanitaires, financières, etc. Et les recommandations en termes de bas seuil et de réduction des risques, il y en a beaucoup, mais c'est par exemple, c'est donner un temps d'écoute, même si la prise en charge n'est pas possible. C'est intégrer dans ces équipes des médiateurs culturels et des pairs aidants. Permettre à l'usager de se poser, d'investir le lieu selon ses besoins. Ça veut dire vraiment accepter qu'il fasse sa sieste dans la salle d'attente, accepter qu'il ait accès à un téléphone, qu'il puisse prendre un café. Donc, ça implique évidemment des changements parfois profonds dans l'institution et dans la manière de recevoir le patient. Alors, ça existe déjà, hein, même dans des institutions qui ne sont pas bas seuil. Donc, la clinique du cas par cas, disposer d'une équipe mobile partenaire, hein, ça c'est toujours intéressant, et surtout avoir une certaine souplesse dans le cadre du travail. À ça, on rajouterait ce qu'on appelle le travail informel, hein, c'est tout ce travail qui se noue hors consultation, donc dans la salle d'attente, en buvant un café. Bon, alors certains diront fumer une cigarette sur le pas de la porte, mais bon, pour une institution de soins, évidemment, ce n'est pas indiqué. Une horizontalité de la relation thérapeutique, c'est-à-dire d'éviter cette position de savoir qui est unilatérale, en sachant qu'on a affaire à des personnes qui ont développé une énorme expertise de la précarité, de la vie en rue et des produits. Et donc, ils ont énormément de choses à apprendre en fait, au personnel soignant sur la réalité qu'eux vivent tous les jours. Alors, la réduction des risques aussi, ça veut dire ne pas considérer la rechute comme un échec. Voilà, comme on disait tout à l'heure, j'entendais donc Margot qui disait que attendez, je m'y perds. Oui, que le produit a une fonction, voilà. Et donc, effectivement, c'est très important d'essayer de comprendre quelle est la fonction du produit pour une personne et que donc la rechute est parfois tout à fait inévitable. Donc, je disais aussi mettre en avant la parole de l'usager et son expertise, hein, c'est ce qu'on appelle la valorisation des savoirs profanes. Et alors, faire des concessions sur le cadre, c'est parfois ce qui est le plus difficile. Donc, ça veut dire des concessions sur le cadre, c'est une institution qui fonctionne sur rendez-vous, mais qui acceptera tout de même de prendre les personnes qui viennent sans rendez-vous. C'est une manière de s'organiser, c'est comme ça que ça marche à l'antenne d'Anderlecht du projet Lama. Tout se fait sur rendez-vous, mais tous ceux qui viennent sans rendez-vous seront également pris en charge. Et alors, évidemment, la formation des travailleurs, tout ça est très importante, et éviter la standardisation à tout prix des procédures
pour que le cadre reste flexible. Et donc voilà, je terminerai par cette petite phrase, hein, c'est dans une logique de réduction des risques. L'objectif n'est pas défini a priori par l'abstinence, mais par l'amélioration de l'état de santé du patient et sa qualité de vie. Donc voilà, on ne vise pas l'abstinence, et donc les médecins en viennent même à prescrire le médicament dont on sait qu'il est fait mésusage, mais parce que dans la balance entre le bienfait, les méfaits, que la personne soit prise en charge au niveau de la santé, eh bien là, on fait le choix avec la réduction des risques d'accrocher le patient en lui donnant le traitement qu'il souhaite, et ça va ouvrir la discussion finalement pour un mieux-être. Voilà, je m'excuse si j'étais un peu vite, mais j'avais peur d'être trop long. OK, merci bien, Rémi. Donc, je crois que ce que tu viens de dire correspond complètement à ce que j'entends aussi sur le terrain chez des soignants qui ont un peu d'expérience avec des personnes qui ont cette souffrance à gérer dans leur vie et qui accentuent surtout le non-jugement et surtout, comme tu avais dit, la réduction des risques, de savoir aussi comme je crois Margot, Roxane ont dit, c'est une combinaison de vulnérabilité, et toi aussi, qui fait qu'une personne vit une vie qui est complètement étrangère parfois à la nôtre, dont on peut comprendre, mais pas tout comprendre. Et je crois que c'est important d'en rendre compte, et c'est aussi un peu l'objectif de ces sessions. On les a nommées au début la ligne 0.5, la fonction 0.5, et maintenant plutôt notre travail inclusif en tant que soignant ou en tant que personne étant dans la première ligne, et en essayant d'inclure des publics qui sont parfois le plus dans la vulnérabilité et dont on n'a pas toujours les moyens ou pas toujours la formation pour bien les accompagner. Je laisse maintenant la parole à Esther, Jessie ou Elsa pour donner les questions qui ont été posées à un ou une de vous trois. Alors oui, je veux bien embrayer sur les questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent pendant la discussion, à les mettre dans le chat. Je pense que la première question, elle était plus destinée à Rémi. Donc la question de comment sait-on que le non-recours aux soins s'élève à 22% à Bruxelles, et cela tenant compte de l'existence du système de l'AMU et de quels soins parle-t-on? Je ne sais pas si tu as les éléments de réponse, Rémi. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir atteint ce chiffre. Moi, je l'ai lu en fait dans un fascicule édité par le CBCS sur le non-recours aux soins, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces résultats-là. Maintenant, par rapport au système de l'AMU, il y a nous, on accompagne beaucoup de personnes vers des CPS pour leur ouvrir des aides médicales urgentes, et même accompagner, c'est parfois extrêmement compliqué. Les délais sont très très longs. Normalement, c'est un délai de 1 mois. Déjà, 1 mois, c'est extrêmement long, donc beaucoup de gens en chemin arrêtent ne vont pas jusqu'au bout. Certains CPAS ne parviennent pas à tenir le délai d'1 mois. Donc, quelqu'un qui se retrouve sans rien, sans traitement, sans couverture médicale, enfin, je veux dire, c'est très difficile pour lui de vivre dans ces conditions. On a même la précision de Aurore ici qui stipule que c'est 4 mois d'attente pour certaines communes, donc ce qui rejoint tout à fait ton propos, Rémi.
Peut-être une autre question pour qui se sent, que ce soit Roxane, Margot ou Rémi. Mais je pense souvent quand on parle de réduction des risques, une chose qui vient assez rapidement en tête, on parle de distribution de matériel stérile, de pipe à crack, de seringues stériles, etc. Est-ce que pour vous, il y a quand même une façon dont ça se concrétise un peu plus, ou de quelle façon est-ce que ça se concrétise? Vous avez partiellement répondu quand même en disant qu'il fallait accepter la consommation, par exemple. Mais comment est-ce que ça se concrétise quand on parle de substances licites, donc de médicaments? Roxane, je vois que tu lèves la main pour intervenir, oui. En fait, c'est pas tellement différent, c'est même complètement similaire quand on traite de dépendance à des produits illicites ou licites. C'est juste qu'effectivement, on peut avoir en tête la distribution de pipe à crack ou de seringues stériles pour les consommateurs de produits illicites, mais globalement, c'est plus une manière de fonctionner que juste la distribution de matériel. Par exemple, ça passe par le non-jugement, mais ça, je pense que c'est un peu la base de toute prise en charge de toute façon. Je pense qu'il y a aussi toute la question de ne pas diaboliser le produit, de ne pas diaboliser la consommation et de trouver cet équilibre entre prise de conscience de l'impact de cette consommation sur soi, sur les autres, et aussi encourager la personne à prendre conscience de cette consommation. Et quand on parle de la fonction du produit, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce que la personne consomme. Alors ça peut nécessiter des mois, des années de prise en charge que de comprendre le pourquoi, et puis c'est pas peut-être toujours intéressant pour tout le monde de le savoir, mais je pense que l'alcool et la réduction des risques, c'est vraiment le sujet le plus courant, en fait. La nécessité de la réduction des risques avec un produit aussi banalisé que l'alcool, pour lequel il y a encore de la publicité, par exemple, ou ces derniers temps, on entend parler beaucoup de drogue du viol, par exemple, ou d'ailleurs, il y a beaucoup des médicaments qui sont incriminés là-dedans, et pas tellement le GHB comme on peut croire. Comment amener en fait des gens à diminuer leur consommation? Est-ce qu'ils ont besoin à tout prix de diminuer leur consommation? Je me perds complètement, je suis désolée, mais pour revenir du coup au mésusage de médicaments, j'ai trouvé très intéressant ce que Rémi a dit en disant, mais parfois en fait, ça signifie continuer de prescrire un médicament qui, on sait, est surconsommé ou mésusé. Je pense que couper net, c'est pas faisable. Couper net la prescription, c'est extrêmement dangereux, je pense, quand on pense à des benzos, par exemple. Prescrire sans se poser de questions, c'est dangereux aussi. J'ai l'impression que la réduction des risques là-dedans, elle va vraiment elle va se mettre en fait dans le lien que le soignant et le patient vont avoir ensemble. Comment est-ce que le soignant va témoigner au patient l'intérêt qu'il témoigne à son parcours de vie, à son mésusage de médicaments, en mettant aussi en avant ses propres limites en termes de responsabilité, par exemple. Je sais pas, de dire, on se met d'accord, je sais que tu n'as pas besoin d'autant de diazépam par semaine, mais je suis d'accord de te prescrire jusque ça. Si tu as besoin de plus parce que tu perds tes produits, tu perds tes médicaments, il faut qu'on rediscute de quelle quantité tu as besoin et de vraiment amener le patient et cultiver cette relation de confiance. Et ça signifie, en tant que soignant, de se mettre éventuellement à mal, probablement, dans la relation, en prescrivant peut-être plus que ce qu'il ne serait supposé prescrire pour... Ça doit être extrêmement compliqué d'être prescripteur. Moi, je suis ravie de ne pas avoir cette charge-là, mais je pense que ça passe par la relation de confiance et surtout par la triangulation aussi, à l'aide de services comme le nôtre, comme celui de Rémi, de pouvoir surtout réfléchir ça en dehors de soi seul, parce qu'on ne doit pas être seul, je pense, quand on est dans une relation thérapeutique avec un patient, qui surconsomme ses médicaments, quoi. J'ai peut-être complètement répondu à côté de la plaque, Elsa, je ne sais pas s'il y avait des éléments de réponse ou pas. Non, clairement, il y avait des éléments de réponse. Et je pense que ce que tu amènes là, la difficulté de prendre cette position en tant que prescripteur, ou en tout cas
d'avoir une position à prendre à certains moments. Je pense qu'on pourra peut-être l'aborder de façon plus approfondie dans les sous-groupes, notamment avec votre expérience en tant que praticien parmi les participants. Et également, je pense qu'il y a des pharmaciens parmi nous. Donc, je pense que la discussion pourrait être très intéressante. Et pour faire le lien, également Aurore qui partage sur le chat que c'est en effet quelque chose de reconnu, par exemple pour les prégabalines, cette façon de considérer la prescription comme une étape, mais voilà, de revoir les doses dans la mesure du possible. C'est vrai qu'il y a plein d'outils qui existent, notamment avec la délivrance quotidienne ou ce genre de choses. Forcer aussi le patient en lui prescrivant des plus petites boîtes ou des plus petites quantités, entre guillemets, le forcer à revenir régulièrement pour garder un lien avec lui. C'est vrai que ça fait partie des... Enfin, c'est tout à fait juste ce que Aurore a pointé du doigt. Une autre question, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Encore pour le RESAD, si vous voulez bien. Donc, la question de Valentina, de comment orienter concrètement un patient vers vous, étant donné que vous travaillez essentiellement sur demande de patients, quel circuit est-ce qu'il faut emprunter pour des patients qui sont déjà suivis par d'autres acteurs, notamment des hébergements d'urgence, sans abri, par exemple? Par téléphone. Donc, via votre numéro de téléphone direct, et donc tout professionnel peut venir. Est-ce que qu'est-ce qui est le plus fréquent d'orienter et de donner l'adresse au patient en question? Est-ce qu'il y a des services de relais? Voilà, je pense que cette question sous-entend aussi comment se passe l'orientation dans l'ensemble. Margot, tu veux répondre? Non, mais j'allais dire oui par téléphone. Donc, le médecin peut nous appeler en nous expliquant la situation. Et alors, évidemment, nous, on préfère toujours que le patient, vous pouvez donner notre numéro au patient. Et évidemment, ça, c'est la voie la plus, on dirait la plus chouette, en fait, c'est que le patient nous appelle directement et que la demande vient de lui. Parfois, des patients n'osent pas appeler, c'est trop compliqué pour eux. Donc, le médecin peut totalement nous appeler, nous expliquer que le patient est preneur. Et nous, on peut totalement appeler, par exemple, le patient si c'est compliqué pour lui de faire le premier pas. Mais voilà, en tout cas, on demande que le patient soit demandeur. Et alors, on est totalement disponible par téléphone. Il y a aussi nos adresses mail. Mais le téléphone est toujours la voie la plus accessible. Et n'hésitez pas à laisser un message vocal. On écoutera toujours et on répondra toujours à la demande. Voilà. Oui, il faut vraiment... en fait, on comprend tout à fait... on reçoit beaucoup d'appels de professionnels qui disent « Je suis avec telle personne dans mon bureau ». Et alors, ça peut aider effectivement d'avoir une autre personne qui mette quelques mots qui va être facilement compréhensible pour nous, par exemple. Mais il n'y a pas vraiment de préférence... toutes les prises de contact sont les bonnes. La seule nécessité, c'est de fixer un rendez-vous, en fait. Maintenant, que ce soit le professionnel qui fixe un rendez-vous pour son patient et qu'on a un accord verbal du professionnel qui dit « Oui, oui, je lui ai dit, il viendra ou elle viendra. » Voilà. Et puis, si le patient ou la patiente n'arrive pas, ça arrive, c'est pas grave, quoi. Je veux dire. Ça met pas fin du tout à un suivi. Oui. Parfois, comme je disais tout à l'heure, il faut des mois pour que la personne arrive et on n'a pas tellement de restrictions à ce niveau-là. La seule restriction, effectivement, c'est qu'on puisse fixer un rendez-vous à la personne. Et c'est tout. Ok, merci. Peut-être encore une dernière question, et puis on enchaînera. Donc, la question de Julie ici. Dans le cas où éventuellement imaginons un professionnel qui fait une visite au domicile du bénéficiaire et qui se rend compte lors de sa visite qu'il y a un problème de mésusage de médicaments, mais que ce bénéficiaire, connaissant sa situation, il n'a pas de réseau professionnel adéquat qui l'entoure et professionnel au domicile, on se sent dépassé par la situation. Est-ce que vous avez déjà des pistes ou bien des propositions à faire?
Je peux répondre? Bien sûr, Rémi. Mais d'abord, je dirais de faire ce qu'on ferait avec n'importe quel patient, c'est de voir déjà est-ce que on peut contacter une maison médicale, est-ce qu'il y a une maison médicale dans son quartier où ce patient pourrait être pris en charge. Donc finalement, essayer tout ce qui existe simplement, parce qu'il a besoin de soins comme tout le monde. Et c'est seulement quand ça ne marche pas, alors qu'on fait peut-être appel à des équipes plus spécialisées. Avec Cover, nous, on peut venir, si c'est quelqu'un qui consomme. A priori, on est plutôt pour des personnes qui sont en rue. Exceptionnellement, pour des cas très compliqués, on accepte de venir au domicile. Mais il y a déjà tout un réseau qui existe. Si la personne a des problèmes de santé mentale, il y a des équipes 107 qui peuvent aller à domicile. Si c'est vraiment là, s'il y a un mésusage de médicaments, c'est peut-être lié aussi à un problème de santé mentale. Donc, c'est d'abord de faire le point avec la personne. Est-ce qu'elle est capable de se déplacer seule ou pas? Si elle n'est pas capable, de voir s'il y a une équipe mobile qui peut l'accompagner quelquefois à ces rendez-vous. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un mésusage de médicaments ou un problème de consommation que obligatoirement la situation est catastrophique. Donc, si un professionnel qui va au domicile de quelqu'un est inquiet, c'est qu'il voit certainement plein d'autres choses. Je ne sais pas, un état délabré, une personne qui s'automutile, ou enfin, il faut voir qu'est-ce qui fait que le professionnel se sent dépassé. Déjà, peut-être d'arriver à nommer c'est quoi, et après, ce qui est intéressant, c'est pas juste de passer à quelqu'un d'autre, mais c'est éventuellement d'aller avec quelqu'un d'autre. Le professionnel qui connaît le patient, avec par exemple quelqu'un d'une équipe mobile ou quelqu'un de plus spécialisé en santé mentale ou en assuétude qui viendrait avec. Et alors, il y a une espèce de co-consultation qui se fait autour du patient avec deux personnes. Comme ça, c'est pas juste passer le patient à quelqu'un d'autre qui s'en occupe. C'est plutôt intégrer le patient dans une offre plus large, en fait. Merci, Rémi, pour ta réponse. Je pense que c'est une bonne question pour embrayer sur la présentation suivante. Donc, Jessie Legac, ma collègue, et moi-même avons préparé une petite présentation. Donc, attendez, je vais vous la partager. Alors. Voici. Attends, Je pense que tu as partagé la mauvaise fenêtre. Ah oui, pardon. Excusez-moi, un petit souci de partage d'écran. Est-ce que c'est mieux comme ceci? Tout à fait. Ok, super. Alors, donc, on avait présenté ici une série de dias qui, pour vous, permettront d'avoir quelques outils et des ressources pour vous soutenir en tant que professionnel dans l'accompagnement des personnes ayant des besoins
Et ici, comme le disait Rémi, on se focalise sur des personnes ayant des besoins complexes, dont une consommation détournée de médicaments. Donc, l'approche qu'on met en avant, c'est bien une approche stepped care. Donc, il y a toute une série de services et de structures qui offrent... Elsa, je Pardon. pense qu'on ne suit pas au niveau de la présentation de l'image. Ah, zut, d'accord. Je pense que c'est Je suis navrée. Attendez. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Désolée pour le souci technique. Ah, si. Ouais, c'est parfait. Ok, désolée pour ça. Alors, comme je disais, on soutient une logique qui est du stepped care, donc allant d'un accompagnement du plus large et généraliste au plus spécialisé, uniquement dans les situations où elle est nécessaire. Et on peut distinguer alors toute une série de services et de différents niveaux et lignes de soins, mais également des actions qui peuvent, elles, se faire à tous les niveaux. Donc ici, nous allons cibler essentiellement les services et les actions les plus proches de la première ligne, parce que c'est ici ce dont on discute essentiellement, ainsi que les services et les structures bas seuil. Donc cette présentation, elle ne se veut pas du tout exhaustive, loin de là. Mais l'idée est de vous proposer quelques pistes de soutien en tant que professionnel qui accompagnent peut-être déjà ou qui souhaiteraient pouvoir accompagner des personnes dans cette situation de mésusage. Donc, ce document pourra être un peu une boîte à outils parmi vos outils personnels. On garde en tête quand même que les situations rencontrées sur le terrain sont très diverses et que la ressource la plus adéquate dépendra éventuellement surtout de la complexité et des spécificités de la situation du bénéficiaire. Comme le disait Rémi, c'est vraiment une personne avec tout un tas de difficultés, de problématiques qui font parfois qu'on arrive à ce mésusage d'un produit licite ou illicite. Donc un autre point d'attention qu'on avait donc dans cette présentation, c'est qu'on a recensé ici toute une série d'éléments qui sont saisissables en tant que professionnels, mais surtout sur la zone de Bruxelles pour correspondre au mieux à la réalité de terrain ici dans la capitale. Donc, on a décliné nos ressources dans 4 parties. Donc, on reste dans une logique ici de renforcement de la première ligne sociale santé, dans une première ligne plus inclusive, sans tout de suite se diriger vers des structures spécialisées dans la mesure du possible. Donc, ces 4 volets sont la documentation et l'information, le développement de sa pratique. Ensuite, on a toute une série de services de soutien pour des situations individuelles. Et enfin, la possibilité de faire appel à des services et une orientation quand ça s'avère nécessaire. Donc, étant donné le temps qui nous est imparti, on ne rentrera pas dans les détails de chaque structure et ressources ou les outils qui sont présentés ici, mais on en détaillera quelques-unes à titre d'exemple. Et dans le document qu'on vous enverra après le workshop, se trouve toute une série de liens directs pour accéder au site pour plus d'informations. Donc, dans ce premier volet,
voici quelques ressources qui vous permettent d'avoir plus d'informations et de la documentation concernant le mésusage de médicaments. Donc, nombreuses de ces structures s'attardent à la question de lassitude en général. Ici, on en a ciblé quelques-unes qui traitent du mésusage de médicaments. On a divisé ça en 3 catégories, mais qui ne sont pas exclusives. Hein. Ce n'est pas parce qu'on traite de la problématique des jeunes qu'ils n'ont pas une approche réduction des risques, par exemple. Mais donc, dans une première partie, voici toute une série de liens vers de l'information et de la documentation vraiment plus d'ordre général. Je suis navrée, voilà, il y a un souci. Et donc, ces structures proposent des publications scientifiques, des recommandations et des guidelines ou des brochures et des supports de promotion à la santé. Certains de ces services ont vraiment un focus plus sur les publics jeunes, allant de l'usage récréatif, par exemple, ou à l'usage détourné des médicaments chez les étudiants, qui est aussi une problématique à rencontrer. À côté de ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de réduction des risques, mais on en a cité quelques structures ici qui mettent vraiment le focus sur cette approche. Mais à ça s'ajoute bien sûr Cover et le réseau RESAD qui ont fait leur présentation juste avant. Ici en dessous, quelques liens vers des recommandations, comme je disais, et des documents assez spécifiques concernant certaines molécules dont il est fréquemment fait mésusage. En tout cas, dans la littérature, ce sont des molécules pour lesquelles une attention particulière est apportée. Donc ici, ce qui suit, ce sont des ressources qui permettent d'aller au-delà de l'information et de vraiment mieux saisir les réalités, les besoins et les approches inclusives permettant d'accueillir ces publics dans votre travail quotidien. Donc, on a distingué 2 parties. D'une part, plus de la formation, donc vraiment plus proactif que de l'information. Et d'autre part, les services de soutien aux professionnels pour développer leurs pratiques. Donc, pour ce qui est de la formation, on voulait surtout mettre en avant un grand travail qu'a fait la FEDITO, qui a édité un catalogue de formation. Donc, ce sont essentiellement des modules de formation qui sont programmés et qui sont récurrents. Donc, vous pourrez retrouver ce document via ce lien. Et ici, on a également repris toute une série de structures qui proposent des modules de formation, mais plus à la demande, qui ne se retrouvent donc pas dans ce catalogue, mais pour lesquels une demande peut être faite. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Je pense qu'ils partagent avec plaisir leur savoir-faire, leur expérience de terrain. Parce que chacune de ces structures a son expertise qui lui est propre, mais qu'elle souhaite partager avec notamment des travailleurs de première ligne, social santé, voire même au-delà de ces professions. Et afin de vous faire soutenir dans votre pratique, que ce soit en tant que travailleur social, médecin généraliste ou pharmacien ou infirmier, il y a toute une série de structures qui proposent des soutiens. Alors ici, on reste dans un soutien dans le développement de sa pratique, donc pas un soutien individuel dans un cas ou dans une situation clinique spécifique. Mais donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de chacune, mais pour en citer des exemples, on a par exemple des dispositifs communaux qui proposent un soutien dans le développement de projets en lien avec la thématique des lassitudes et de la prévention en matière de drogue sur leur territoire. C'est aussi quelque chose
que pourrait faire Infordrogue ou encore la coordination locale qui propose aussi des soutiens à l'élaboration de projets touchant aux assuétudes. D'autres services ici qu'on a repris proposent des supervisions ou des intervisions, par exemple le centre médical ENADEN, qui peut venir en soutien à un professionnel qui est confronté à la problématique des assuétudes, aux produits. Leur force, par exemple, étant d'accompagner directement eux-mêmes ces publics et donc d'en connaître les enjeux et les réalités de ces accompagnements. D'autres encore permettent de faire le lien entre le mésusage de produits et d'autres problématiques. Comme le disait Rémi à la fin en répondant à une question, il y a parfois vraiment des complexités dans la situation, parfois des problématiques de santé mentale. Et là vient, par exemple, les cycles d'intervision de Babel, organisés par l'ASBL Équipe, qui font le lien entre santé mentale et usage de produits psychotropes. Il y a par exemple également les supervisions du KPT qui font le lien entre les personnes justiciables et l'usage de drogue ou le mésusage. Et encore un autre service qui pourrait venir en soutien si vous souhaitez développer cette pratique, en tout cas cet accompagnement dans votre pratique. Les activités du SMES, par exemple, qui peuvent venir en soutien lorsque vous êtes confronté à des accompagnements avec de grandes précarités ou mêlant santé mentale et des besoins d'aide sociale. J'attire juste l'attention peut-être sur le fait que la majorité de ces services se font sur inscription ou en tout cas à l'avance, étant donné que ce sont des cycles, par exemple, d'intervision et que donc ce sont des rencontres récurrentes organisées en amont. Et avec souvent un suivi de l'évolution de sa pratique, ou en tout cas cette possibilité de rencontrer plusieurs fois un groupe. Je laisse la parole à Jessie pour la suite de cette présentation. Merci Elsa, bonjour à tout le monde. Donc on vient de passer en quelques slides qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous documenter, puis ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous outiller et développer des outils pour l'accompagnement inclusif, vous ou au sein de vos équipes. Ici, on va prendre le temps de s'attarder sur le fait de s'aider face à une personne quand vous êtes dans une situation d'accompagnement d'une personne. Donc, les différents projets que vous pouvez voir ici développent d'une manière ou d'une autre d'une manière de vous soutenir dans votre pratique du quotidien. Donc, que ce soit par des concertations multidisciplinaires, par des co-consultations, par du conseil, de l'appui, du travail multidisciplinaire, de la prise en charge multidisciplinaire. Le projet Lama, par exemple, développe de plus en plus un conseil de deuxième ligne où il y a la possibilité de pouvoir contacter des personnes qui ont la maîtrise qui maîtrisent le sujet des assuétudes et qui peuvent vous conseiller, vous, en tant qu'acteur de première ligne, comment assurer la prise en charge de cette personne face à les difficultés que vous pouvez rencontrer. On peut noter aussi la ligne téléphonique et le mail d'Infordrogue qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, qui propose des permanences téléphoniques où vous pouvez avoir un contact avec une personne pour réfléchir aux différentes possibilités de travail qui sont envisageables dans la situation que vous rencontrez. Ils vont soutenir vos compétences, ils ont une bonne connaissance du réseau, ils ont aussi une vision assez réduction des risques. Et donc, ils sont là de manière un peu, plutôt par téléphone et par mail, du coup, pour vous soutenir. On peut aussi, entre autres, citer, je passe plusieurs, comme l'a dit Elsa tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de pouvoir
avoir le support d'IA et cliquer sur chaque organisation pour voir en quoi ils peuvent vous aider. Ici, on peut soulever aussi le SMES Support, qui est une équipe mobile d'appui plutôt axée santé mentale, mais aussi avec des personnes qui sont dans des difficultés, on va dire, bas seuil, qui peuvent intervenir sur des situations, vous accompagner et vous conseiller. On a aussi des outils concrets comme le PictoConso développé par l'Univers Santé, qui est un outil de dialogue pour aborder la consommation avec les jeunes. Et donc, c'est vraiment un outil concret, imagé et pratique que vous pouvez commander sur le site où le lien est référé. Et enfin, Bruxelles Note développe Helpdesk, qui est en fait une ligne téléphonique généraliste qui est présente pour vous orienter. Donc, si à un moment donné, parmi toutes les ressources, vous ne savez pas laquelle solliciter, soit via le helpdesk de Bruxelles Note, soit via les autres structures, n'hésitez pas à interpeller les personnes pour voir face à votre situation quel outil, quelle ressource est la plus pertinente. Le dernier point est celui d'orienter. Donc, parfois, soit parce qu'on n'a pas les ressources en interne, il faut par exemple un appui santé mentale, ou soit parce que la situation devient trop compliquée, malgré tous les efforts de vouloir essayer de travailler en interne et d'accueillir en première ligne des publics qui sont en situation de vulnérabilité, qui ont des situations complexes, surtout de la consommation détournée de médicaments. Il est parfois difficile de pouvoir assurer tout en interne et donc il faut pouvoir orienter. Dans ce cas-ci, pour reprendre les conseils qui ont déjà été donnés à plusieurs reprises, la logique à avoir, c'est le step care, c'est-à-dire commencer par ce vers quoi vous tourneriez en temps normal. Donc, si on parle de services sociaux, on va parler d'abord de CPS, du cash, des CAP, des services sociaux-communaux, tout ce genre de services généralistes. Pour tout ce qui est services médicaux et paramédicaux, n'hésitez pas à aller interpeller les maisons médicales du quartier ou le médecin généraliste, mais aussi les kinésithérapeutes et les soins infirmiers, ainsi qu'au niveau santé mentale, pouvoir stimuler, aller chercher les services de santé mentale, les psychologues, les psychiatres, que ce soit en hôpital, en ambulatoire, sous structure, en tant qu'indépendant. Il faut d'abord commencer par là, parce que c'est ça aussi, pouvoir être plus inclusif, c'est ne pas forcément créer des nouveaux dispositifs pour des personnes avec des besoins spécifiques, mais accueillir les besoins spécifiques au niveau de la première ligne. Alors, un point très important, c'est qu'en effet, tout ça ne peut pas se faire sans l'accès au droit. Donc, il y a une priorité au niveau de l'attention à donner à ce niveau-là, puisqu'en effet, une personne qui est sans titre de séjour, qui n'a pas encore d'accès au droit ici en Belgique, ne pourra pas bénéficier de tous les services. Alors, et donc, l'aspect social doit être mis en avant et il faut bien s'assurer que la personne ne va pas être référée vers un endroit, un service auquel elle n'aurait pas droit, pour éviter le ricochet, le fait de perdre, de décourager la personne. Voilà. Malgré tout, il reste quand même des situations qu'on a du mal à gérer pour une raison ou pour une autre, ou pour lesquelles on a besoin d'un renfort très concret. Et donc, on vous a quand même détaillé ici tous les services qu'on peut appeler dédiés aux assuétudes, y compris pour le métissage des médicaments. Et donc, vous pouvez voir ici qu'il y a toute une série, on en a détaillé plus ou moins, on a détaillé en quelques mots-clés les services. On a déjà parlé du projet LAMA, on peut parler de la MAS qui assure une aide sociale et une aide psychologique ainsi que des soins médicaux, mais qui a aussi un lieu de lien qui permet aux usagers de pouvoir venir et de créer du lien avec le secteur. Il y a aussi le centre médical Enaden qui a des unités de consultation, un centre de jour et des hébergements. Il y a aussi le DUN qui est un comptoir de matériel et qui assure aussi des dispensaires de permanence sociale et ainsi qu'un travail d'outreaching.
Il y a un point à souligner, c'est la salle de consommation à moindre risque qui s'appelle Gate, qui a ouvert dernièrement, qui met à disposition non seulement du matériel, mais aussi l'endroit pour pouvoir que la personne consomme la substance, mais aussi et surtout, elle permet un accès aux soins et aux services sociaux. Donc, il y a de manière physiquement à l'intérieur, il y a la possibilité d'avoir accessibilité, de pouvoir avoir accès à ces différents accompagnements. Et évidemment, en dernier point, les urgences. Si à un moment donné, vous êtes face à une crise, on vous a remis ici la liste des hôpitaux qui sont à même de pouvoir, en dernier recours, pouvoir, quand la situation le nécessite, envoyer la personne vers les urgences. On peut passer à la dia suivante. Alors, ce petit etc. pour vous dire qu'on a ici balayé un très fin faisceau de ce qu'est l'offre. On l'a vite repassé en revue. On n'a pas du tout évoqué toute la richesse que peut créer et sur laquelle travaillent tous les acteurs. Je pense que s'il y a un mot-clé à retenir ici, c'est qu'il existe des outils, il existe des ressources. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher, à aller poser des questions et à tourner vers les professionnels qui ont l'expérience pour pouvoir vous aider dans l'accompagnement des publics qui ont des difficultés liées au mésusage de médicaments, mais aussi qui ont du coup aussi d'autres difficultés connexes. Nous allons maintenant pouvoir passer à la partie en sous-groupe. Donc ici, on a fait vite un petit balayage. Maintenant, on va pouvoir parler avec vous des situations que vous avez rencontrées, pouvoir avoir un peu la possibilité de discuter autour d'une vignette des cliniques. Nous allons pouvoir le faire dans quelques minutes. En fait, on va passer en sous-groupe d'ici quelques minutes. Il y aura un moment où on se présentera, il y aura un moment d'échange en questions-réponses. Si vous avez encore des questions sur les présentations, des besoins de clarification, des besoins de remarques ou de réactions, évidemment aussi. Et dans un deuxième temps, on abordera avec vous une situation de mésusage de médication avec les thèmes qui ont été déjà soulevés ici et voir, on va un peu la traverser avec vous, voir ce que ça suscite pour vous et si vous avez besoin de mettre en évidence un point ou l'autre. Alors, si à un moment donné vous vous trouvez dans un groupe et que ce n'est pas votre langue, n'hésitez pas à le dire oralement ou dans le chat. On vous remettra dans la bonne, idéalement dans le chat. On vous remettra dans la bonne salle. Et alors, dernier petit point technique, c'est qu'il n'y aura pas de retour en plénière. Donc, on aura tout le temps discuté. On aura pour ça 40 bonnes minutes. Et on terminera cet atelier, on terminera la séance dans cet atelier. Donc voilà. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier déjà et surtout Sibylle pour la traduction. Bedankt voor de vertaling die perfect is geweest en die heel nuttig was. Ok. À bientôt. Après les sous-groupes, j'aurais dit, mais non, on vous laisse ensemble et je vous laisse profiter ensuite de votre soirée. Et j'en profite pour vous souhaiter à vous tous et toutes une très bonne fin d'année en famille avec vos amis. Et à bientôt pour une prochaine session. Ce sera la 7e de cette approche inclusive que nous avons essayé d'appliquer dans les 2 dernières années. Merci bien.